faire, c'est mettre un peu en regard le point de vue d'un expert, le point de vue de l'écrivain, et ensuite, nous, comment on arrive à faire du lien autour de ces trois éléments et c'est vrai dégager une certaine poétique. Le choix des experts ne s'est pas porté sur des gens de type universitaire ou de type sociologue ou de personnes ayant déjà un regard analytique par rapport à ces phénomènes, mais on a interviewé des gens qui travaillent complètement. Donc un acheteur de mots-clés pour grand compte, c'est un type qui se lève le matin et qui va acheter des mots toute la journée. Donc c'est quand même, au niveau de l'imaginaire, un peu assez incroyable. Donc il est sur du fichier Excel et toute la journée, il vérifie que Voyage Vacances est au bon prix par rapport à Nouvelles Frontières qui va arriver au top 1 dans les liens commerciaux, avec tout le côté biaisé qui fait que à partir du moment où les gens cliquent plus souvent sur le lien commercial, inévitablement, ce qui est censé ne pas être soumis à l'argent arrive quand même au niveau de la première page des moteurs. Et comment vous analysez le passage en fait du net flux à quelque chose qui n'est plus du flux et qui est mis sur scène? Ce passage-là, comment vous l'analysez? En fait, je crois qu'on est toujours parti du principe que pour le moment, on a un ingénieur qui nous a créé un aspirateur sur Dogpile avec lequel on n'a pas de convention. Donc demain, si Dogpile ferme son site, on n'a pas de convention avec Dogpile, on ne sera plus en temps réel. Donc notre ingénieur, il a stocké, on doit être à 630 000 mots actuellement. Et ça veut dire qu'on aura un projet qui sera daté de 2007 à 2010. Tout simplement parce qu'on a sollicité énormément de moteurs pour avoir une convention. Et en fait, ces données sont tellement vendues et tellement chères et tellement précieuses qu'il est hors de question de les céder comme ça pour d'ouvrir une toute petite porte qui pourrait... voilà. Il y a une question d'image aussi, c'est que il y a ça aussi, les gros moteurs comme Google n'ont pas forcément envie de donner les statistiques sur les mots les plus frappés sur leur moteur de recherche. Je pense que quand on sait, par exemple, l'importance des requêtes de Q, comme le dit l'un des experts, c'est-à-dire que c'est colossal. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'est qu'à terme, il y a déjà les outils, c'est-à-dire Google History enregistre toutes les recherches et toutes les requêtes que vous tapez. Bien sûr. Et du coup, vous créez le bâtiment, c'est-à-dire, moi je suis toujours assez fasciné par les gens qui travaillent à partir de Google History parce qu'en fait, ça fait des autoportraits. Sauf que vous, les autoportraits sont biaisé en fait, c'est comme s'il y avait l'autoportrait d'une multitude en fait. Et ça c'est extrêmement troublant parce que quand même après sur scène vous réincarnez cette multitude là par instant. Et je voulais savoir si vous aviez travaillé sur cette double temporalité, sur ces identités qui sont traversées par toutes ces requêtes. Inévitablement, quand on voit toutes ces requêtes, il y en a certaines dans lesquelles on se reconnaît et il y en a une énorme majorité, malgré l'idée préconçue qui est oh, tout le monde cherche pareil de nos jours et on est tous formatés, pas du tout. Quand on voit le truc, il y a énormément de requêtes qui ne nous renvoient pas du tout à... De fait, dans le travail scénique et le travail d'écriture qu'on a fait avec l'auteur, justement, il a aménagé des moments dans le texte où Olivier peut prendre le relais et intégrer des éléments qui arrivent en temps réel sur l'écran. Donc il y a vraiment une espèce d'aller-retour comme ça, une immédiateté de réactivité de la part d'Olivier par rapport aux mots qui défilent. Par rapport à ce que les gens sont en train de chercher. Après, pardon. Non, mais je voulais juste dire une chose, c'est plus en écho qu'une réponse directe à votre question, mais aussi dans l'écriture de Laurent Colomb, c'est des textes indépendants, mais on a repéré deux figures à peu près. On a repéré une figure d'un internaute, vous et moi, qui pratiquons, et une figure un peu démiurgique qui serait Mr. Webb, le grand... Et en fait, ce dont moi je me suis rendu compte dans le travail sur les textes au fur et à mesure, c'est que ces deux figures qui ne sont pas deux personnages, mais qui sont deux figures, deux points de narration différents, à la fin se mélangent. Parce que Mr. Webb et chacun d'entre nous sont complètement... Et la dernière phrase du texte, c'est le Webb qui dit « Cherche, tu ne me trouveras nulle part, car je suis en tout lieu comme en toi, un maelstrom d'idées confuses et vives. » C'est-à-dire que le Webb n'est pas une puissance occulte, ce n'est que l'addition de nos propres désirs. Voilà. Et donc les deux images se mixent, quoi. On est à la fois victime et acteur de cette dépendance au web. Et quels sont les mots que vous avez retenus? Si vous devez en retenir 3, parce que je suppose que depuis tout le temps que vous travaillez dessus, il y a bien des mots qui Ça va être sexy, inévitablement. je sais que, par exemple, sur Christophe Bounon, il y avait le mot proscription.
Procrastination. Ah oui, oui, ça, on aime beaucoup ce mot, mais c'est pas celui-là qu'on a vu. Bon, moi, je suis assez frappé par la violence de certaines requêtes. Chose que je ne connais pas. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de requêtes autour du sexe sur Internet, mais là, il y a des choses qui arrivent qui sont Des choses autour de la sodomie et les grands-mères, par exemple. Beaucoup, oui. Mais moi, ce qui me frappe aussi, ça va être l'adresse personnalisée au réseau, c'est-à-dire la personne s'adressant, donc frappant une requête et faisant une demande du genre Where can I find a good Christmas present? Donc, où puis-je trouver un bon cadeau de Noël? Or, un bon cadeau de Noël, bon correspond à derrière une personne à qui il est censé être offert, donc il n'y a pas de recette miracle. Et je trouve ça assez incroyable de taper ce genre de choses. Voilà. Et après, moi, il y a une autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, parce qu'on en parle aussi dans le spectacle, c'est qu'il y a aussi tout un tas de mots qui sont frappés avec des fautes d'orthographe. Voilà. Et qui sont, qui sont des mots qui ont une poésie. Confiture, par exemple, des gens vont pouvoir taper confiture trop. Et tous ces mots, en même temps, il y a aussi dans cette utilisation des mots qui arrivent comme ça, qui n'ont aucun sens et qui tout d'un coup éclatent, soit sous la forme d'une bulle poétique, et qui sont vraiment saisissables en fait par le spectacle vivant pour en faire une transposition. Disant que, et renvoyant une image que ces mots qu'on tape, dont on pense qu'ils sont contrôlés, référencés et tout ça, et bien parfois, il y a des mots comme ça qui surgissent. Et donc, l'outil en lui-même peut être utilisé pour faire du poème. Et l'acheteur de mots-clés pour grand compte, quand il se lève le matin, il va taper confiture, confirude, confre-de-feu, il va tous les taper dans tout l'ordre. De toute façon, c'est généré automatiquement, même par les outils de Google, histoire d'être sûr de ne pas manquer la moindre requête. Et tous ces mots sont achetés. Donc même tous les mots n'existant pas sont achetés. Donc tous les mots français de toutes les langues, plus toutes les fautes d'orthographe et toutes les combinaisons possibles. Donc ça fait des milliards et des milliards de mots. Faute d'orthographe, faute de clavier, faute de frappe. Il y a tout un passage du spectacle qui travaille là-dessus. De frontière entre le mot juste et le mot presque.